Donc on va commencer aujourd'hui avec Séverine Cachot et avec Benoît Lebaube donc sur notre thématique de tout ce qui est voilà gestion de ferme d'organisation et comment arriver à construire là-dessus. Donc il y aura deux finalement témoignages dynamiques et puis un temps d'échange. Donc je pense qu'il y a à peu près en fonction du temps que vous avez, 20 à 30 minutes pour présenter ce qui vous tient à cœur et ce que vous vivez. Et puis ensuite, on va se laisser 20-30 minutes de questions-réponses, d'échanges plus directs. C'est le but de ces ateliers. Mais on a quand même souhaité prendre le temps de présenter plus en détail ce qui sont faits par les uns par les autres. Et donc, on va commencer, Séverine, avec ton partage. Donc voilà, comment rediriger la gestion des organisations agricoles, qu'elles soient compatibles avec le vivant, les limites planétaires. Donc on te laisse présenter. Merci beaucoup. Donc bonjour à vous tous, bonjour à Benoît, que je ne vois pas, mais tu es là, je pense. Normalement, tous ceux qui étaient là ce matin ont déjà vu le support en partie, mais là, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail et puis prendre peut-être le temps de me présenter. Donc, je suis Séverine Cachot, je suis présidente de la coopérative Imatera et je suis également une des cofondatrices de l'association Les Résilients. C'est une association qui est née en 2022 dans le Var et elle est née d'un constat et d'observation de terrain par des agriculteurs, au départ des viticulteurs et puis très très vite des éleveurs, des maraîchers, des arboriculteurs, des oléiculteurs, des agriculteurs en grande culture également nous ont rejoints pour réfléchir aux transformations ou à l'intégration de pratiques agroécologiques dans les pratiques agricoles. Et ce collectif est né d'un constat et d'observations partagées qui vont sûrement faire écho à ce que vous pouvez vivre dans vos parcelles et sur vos territoires. Des premiers chocs et des premières crises qui sont largement bien installées dans notre territoire du Var, qui posent des limites, qui aujourd'hui requestionnent les conditions favorables de la vie, du vivant, de notre place dans le vivant et dans les grands cycles du vivant, mais aussi qui requestionne nos pratiques agricoles. Et donc, un des premiers points d'observation qui a été partagé, c'est ce cycle de l'eau qui est largement perturbé dans le Var, mais je pense qu'on n'est pas non plus hors sol et une particularité sur l'ensemble du territoire national, mais malgré tout, on le vit déjà fortement. Donc, un cycle de l'eau qui est très perturbé et des ressources eau qui se raréfient avec des problématiques en termes aussi de qualité des eaux. Et donc, on a des conséquences déjà qui sont très fortes sur la capacité de produire localement, permettre un accès à l'eau aux agriculteurs, mais aussi aux citoyens. Parce qu'on a déjà, depuis quelques années, des villages qui ne sont plus alimentés en eau potable, qui ne peuvent plus alimenter en eau potable leurs citoyens. Et donc, forcément, ça a un impact sur l'attractivité de nos territoires ruraux, et l'attractivité économique, financière, sociale et sociétale de nos villages. Et on ne pourra pas continuer à tous aller s'installer en ville. On voit bien aujourd'hui que les milieux urbains sont aussi percutés de plein fouet. Deuxième pilier observé, c'est les variations du climat. Il y a déjà des conséquences sur les activités agricoles, baisse de la production, qualité des produits qui est très fragilisée et des modèles financiers, des modèles économiques qui sont non viables pour une grande partie des agriculteurs qui ont constitué les résilients. Et donc des capacités de production alimentaire locale qui sont pas du tout résilientes ou très peu résilientes, qui réduisent encore plus l'accès à une alimentation saine pour le grand public et notamment pour les publics fragilisés. Et ça, c'est quelque chose qui questionne beaucoup les agriculteurs des résilients qui ont envie de donner accès à une alimentation de qualité au plus grand nombre. Et puis, un autre des piliers qui a été observé, c'est la modification de la biodiversité sur les terres agricoles et plus largement sur les territoires, avec des enjeux de préservation et de régénération de la biodiversité qui sont extrêmement forts sur certains
de nos briques, de nos parties de notre territoire, avec des impacts sur la forêt et sur les cultures qui sont également vulnérables aux incendies et au développement de parasites, et donc par effet rebond, qui sont problématiques sur la production. On a également un pilier que vous aussi devez peut-être re-questionner aujourd'hui sur votre territoire, c'est l'aggravation du risque des retraits des gonflements des argiles, avec bien sûr des impacts sur la qualité des sols, sur la fonctionnalité des sols et donc sur la production, et puis également des impacts sur les aménagements, sur vos propres infrastructures, sur vos propres aménagements sur vos parcelles et sur nos parcelles chez les agriculteurs ici, avec aussi des impacts sur les infrastructures et par effet rebond sur les habitations, parce qu'avant d'être des agriculteurs, on est tous des citoyens et tous des habitants d'un territoire, et si on a une maison qui est en risque du fait du gonflement des argiles, on peut plus forcément être en capacité d'aller travailler le matin si on doit mettre en protection sa famille. Donc c'est des enjeux qui frappent d'ores et déjà notre territoire, avec des variations de la structure des sols, la perturbation bien sûr de la production et puis de la fonctionnalité du sol, des fonctionnalités du sol. Avec également sur notre territoire dans le Var des risques d'inondation qui sont très forts, avec des pertes humaines que l'on a déjà vécues et subies ces dernières années et qui ne font que s'accentuer en termes de risques du fait des ruissellements des eaux pluviales, avec des sols qui ne sont plus en capacité d'absorber cette eau et de réalimenter les nappes phréatiques. Donc des conséquences qui ne s'arrêtent pas que à la parcelle, mais qui touchent l'ensemble des acteurs du territoire et notamment les citoyens. Et c'est pour ça que les agriculteurs, initialement nés qui ont fait naître ce collectif, ont eu envie de se créer en association pour impliquer tout le monde, je le disais ce matin, les artisans, les commerçants, les entreprises, les citoyens, les associations artistiques, culturelles, environnementales, peu importe, et également les élus, les agents municipaux, l'ensemble en fait des parties prenantes d'un territoire, parce que tout le monde est impacté. Et on parlait de charge mentale ce matin, tout ne doit pas reposer sur les épaules et sur la charge mentale des agricultrices et des agriculteurs. Donc cette association, elle est née pour impulser de la coopération, impliquer tout le monde et remettre de la co-responsabilité au cœur de ce projet. Pourquoi ? Parce que la santé environnementale est percutée et donc la santé humaine est percutée également. Et donc c'était quelque chose qui était important pour les résilients. Je vais passer rapidement. Je pense que vous connaissez ce concept largement partagé aujourd'hui du dépassement des limites planétaires. Donc 9 limites planétaires aujourd'hui qui requestionnent la capacité de vivre de manière efficiente et sereine sur notre planète Terre. Sur les 9 limites planétaires, 7 sont dépassées. Certaines sont difficilement analysables et la projection et la modélisation est compliquée. Peut-être que d'ores et déjà d'autres limites planétaires sont dépassées, mais au moins 7 le sont et prouvées de manière scientifique au niveau international. Donc on sait que les conditions favorables de vie sur notre planète Terre sont compliquées. C'est pas pour se saper le moral que je vous partage ça. Le concept et cette approche des limites planétaires, elle est là pour nous questionner et pour nous mettre en mouvement, parce qu'on a été nous êtres humains très créatifs pour mettre en œuvre un certain nombre d'activités qui permettent de dépasser ces limites planétaires. Ça veut dire qu'on a un potentiel de créativité pour trouver des solutions et se mettre en mouvement tous ensemble. Donc c'est bien pour identifier quels sont les enjeux sur lesquels on doit se positionner, sur lesquels on doit réfléchir, et c'est dans ce sens-là que je vous partage ces 9 limites planétaires. Et je vais vous parler d'un sujet qui nous percute de manière un peu plus accrue dans le Var, je l'ai abordé tout à l'heure, c'est la question de la sécheresse et de ses conséquences directes, donc des conséquences qui sont déjà observables depuis un certain nombre d'années, qui se complexifient, qui s'accentuent, qui se confirment, et donc on a besoin de réfléchir notre usage de l'eau et nos pratiques avec des incidences qui sont déjà directes et indirectes sur la ressource et la qualité. Donc on doit re-questionner nos pratiques et on doit repenser notre contribution à la régénération des cycles de l'eau. Donc c'est comme ça qu'on a eu cette entrée chez les résilients pour construire une stratégie pour faciliter cette dynamique de coopération sur l'ensemble de nos territoires. Donc on accompagne des agriculteurs individuellement et collectivement pour développer l'agroécologie dans leurs parcelles, quelles que soient leurs pratiques
et quelle que soit la filière à laquelle ils sont rattachés. Et pourquoi développer l'agroécologie? Parce qu'on vient, je vais passer rapidement, on vient re-questionner 12 principes, 12 piliers fondamentaux qui ont une approche écologique. Donc écologie, c'est pas une approche politique, c'est une approche de gestion de notre maison à l'échelle de la parcelle, notre maison à l'échelle du territoire, notre maison à l'échelle de la planète Terre. Donc comment est-ce qu'on vient re-questionner notre fonctionnement et le fonctionnement de nos écosystèmes pour préserver l'environnement et ses ressources et comment on contribue à le régénérer. Le pilier social, comment est-ce qu'on cultive de la solidarité, de la responsabilité sociale, donc je parlais de co-responsabilité, mais aussi d'autonomisation de chacun pour sortir des dépendances qui aujourd'hui sont des contraintes plutôt qu'autre chose. Et le dernier pilier, c'est le pilier économique, le pilier financier avec une approche financière inclusive pour contribuer à un bien commun. Et c'est comme ça que les résilients, en activant tout l'écosystème qui pouvait graviter autour d'eux, ont re-questionné les partenaires avec qui on pouvait être en lien sur le territoire. Et on a fait émerger 11 actions partant des citoyens, mais aussi des enfants, pour impliquer les écoles des enfants sur les agissements agroécologiques dans les parcelles agricoles, mais aussi en dehors, dans l'espace de vie de nos territoires, donc dans les cours d'école, dans les parcs municipaux, dans les jardins municipaux, dans les espaces perméables aujourd'hui de nos territoires de vie, et comment on réintroduit l'agroécologie en dehors des parcelles agricoles, tout en les développant dans les parcelles agricoles. Et on travaille aussi sur le patrimoine historique de nos variétés végétales. Donc, on a un gros travail d'ethnobotanique sur les arbres fruitiers, notamment pour recréer un potentiel d'arboriculture à l'échelle de tout un territoire, y compris en mobilisant les enfants et les citoyens. Et on a une grosse entrée filière économique. Donc, on a créé une filière de production de plants et de semences locales pour développer l'agroécologie. On sait qu'il y a une pénurie sur notre territoire. On sait qu'il y a une pénurie au niveau national sur les plants agroforestiers. Et donc, on a créé des filières pour permettre aux agriculteurs de diversifier leur activité, mais aussi venir soutenir les modèles économiques des pépiniéristes qui aujourd'hui produisent plutôt des plants paysagers et ne savent plus ou ne produisent plus tout simplement de plants agroforestiers parce qu'ils n'avaient plus d'agriculteurs clients. Et donc, on accompagne ces pépiniéristes pour soutenir leur modèle et accompagner la rentabilité de leur modèle économique. On a une filière aussi de valorisation des biodéchets. Donc, on travaille avec les restaurants, les hôtels, les grandes surfaces alimentaires et tous les producteurs de déchets alimentaires notamment, pour que tout parte tout de suite chez les agriculteurs qui ont été formés notamment à la production en autonomie de lactofermentation, de lactofermenté. Et donc, on est dans une petite échelle. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que ce sont des actions qui génèrent de l'impact positif et qui répondent à des enjeux, qui nous permet de tisser de la coopération, de la mise en mouvement très opérationnelle pour répondre ensemble, sortir de sa parcelle et créer des solutions où chacun peut se retrouver, s'y retrouver et prendre ce dont il a besoin. Et pourquoi ça? Parce que les agriculteurs mènent déjà beaucoup de choses. Vous-même, vous menez déjà beaucoup de choses. Vous travaillez souvent énormément d'heures et souvent de manière isolée. Et parfois, ça fait du bien de se retrouver entre collègues, entre partenaires d'un même territoire pour se mettre en mouvement ensemble et ne pas se sentir seul et parfois désarmé. Donc, on mène un certain nombre d'actions pour activer des coopérations. Les résilients, donc, on existe depuis presque 2 ans et demi maintenant. On a mené des ateliers de sensibilisation pour s'aligner sur les enjeux. On a formé, accompagné des designs d'aménagement projetés sur les parcelles, quelles que soient les filières. On a aujourd'hui plus de 10 projets agroécologiques montés avec des écoles. Donc, les agriculteurs vont dans les écoles expliquer ce qu'est être un paysan, ce qu'est être
ce qu'est produire, d'où vient ce que l'on mange, à quoi ça sert les cycles du vivant. Et les enfants ensuite viennent dans les parcelles pour planter, semer, et ça s'inscrit pleinement dans les projets éducatifs et pédagogiques des écoles. On a donc la création de cette filière de plants et de semences et de valorisation des biodéchets. Aujourd'hui, dans tous les aménagements agroécologiques que nous développons chez les agriculteurs, 70% des plants et des semences sont issus de nos filières locales. Et l'année prochaine, normalement, on sera à 100% en autonomie. Et on a commencé les premiers éléments du prototypage du modèle économique. On ne fait pas tout ça tout seul. On a tout un écosystème d'experts à nos côtés. Je crois que aujourd'hui, vous avez notamment André qui est avec vous, il me semble, sur les 3 jours des rencontres. Et on a un certain nombre d'acteurs qui nous accompagnent et qui accompagnent les agriculteurs à nos côtés. Et pourquoi ils sont là? Mais c'est aussi pour monter en connaissance et accompagner l'autonomie des agriculteurs pour que eux-mêmes soient en capacité d'identifier leurs enjeux sur leur propre parcelle, les enjeux à l'échelle du territoire, pour nous servir et pour leur servir à prototyper leur propre modèle économique, leur propre business model, avec l'intention de contribuer à la robustesse de leur business model, mais de rémunérer aussi les effets utiles de ce qu'ils font. Et comment on souhaite s'y prendre? Eh bien, en développant la comptabilité environnementale et sociale qui permet de valoriser les investissements que vous menez dans vos changements de pratique, que les agriculteurs des résilients mènent dans leurs changements de pratique, et d'intégrer ça dans leur comptabilité en complémentarité d'une rémunération sur les effets utiles, donc les impacts positifs qu'ils génèrent. Donc sortir uniquement de cette rémunération au volume. Donc c'est bien, vous produisez des kilos de tomates, vous produisez des hectolitres d'olives, moins pour vous en étant maraîcher, mais peut-être que vous avez une diversification qui vous permet aussi de produire d'autres choses, des fruits, du vin peut-être, plein d'autres choses. Et l'idée, c'est de passer de cette rentabilité financière basée sur le volume à une rémunération qui soit basée sur les impacts que vous générez. Donc, d'aller vers des pratiques agricoles qui soient plus efficientes, avec une baisse des coûts des charges, du fait d'une économie d'énergie, d'une économie d'eau, d'une mécanisation peut-être moins importante, d'une diminution de l'utilisation d'entrants chimiques. Et tout ça, ça se valorise parce que vous venez contribuer à des impacts positifs. Bien sûr, d'aller valoriser cette rentabilité financière en pérennisant vos activités. Il me manque un petit mot. De rendre plus attractifs les filières agricoles avec la création d'emplois, parce qu'on a besoin d'une relève agricole aujourd'hui. On perd des agriculteurs. Il y a très peu d'acteurs qui souhaitent s'inscrire dans ces filières-là. Donc, on a un vrai enjeu de recréer de l'attractivité et de contribuer à la souveraineté alimentaire de nos territoires et de nos pays. Pourquoi développer des pratiques agroécologiques? C'est pour diversifier les productions et pour qu'elles soient sécurisées. Et puis, d'avoir la possibilité de nourrir le plus grand nombre avec des produits de qualité. Ça contribue à votre modèle économique et à sa soutenabilité et à votre rentabilité pour vous payer et vous permettre de vivre encore sur les territoires ruraux. Et puis, d'aller plus loin. Plus vous changez, plus les agriculteurs des résilients intègrent des pratiques agroécologiques et notamment en MSV, mais pas que, et bien plus on va vers des effets utiles, une performance qui va sécuriser la production, apporter de la robustesse, produire des produits plus sains, donc avec un impact de santé environnementale, de santé humaine, préserver et protéger et régénérer la biodiversité, notamment en contribuant à la fonctionnalité des sols. Et puis, séquestrer du carbone, on en parle beaucoup. La politique nationale est très centrée sur la séquestration carbone. C'est un tout petit maillon de la chaîne. Parce que quand vous regardez les 9 limites planétaires, le climat est pas forcément la limite planétaire la plus dépassée. Donc, c'est un tout petit maillon. La question de l'eau est fortement questionnée. Et puis, la question des sols aussi. Donc, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Bien sûr, la création d'emplois, bien sûr, l'attractivité des métiers, bien sûr, la santé environnementale, versus une qualité nutritionnelle et sanitaire des produits qui est non garantie quand on a une pratique
hors agroécologie, une consommation de matières premières qui est très importante, des émissions de polluants, une consommation d'énergie très forte, des produits chimiques qui sont impactants sur l'environnement, mais aussi sur la santé des agriculteurs, qui sont les plus touchés notamment par les leucémies, et en direct et aussi chez leurs enfants. Donc on sait que les agriculteurs sont de plein fouet les premiers impactés. Et puis une non-attractivité financière des produits alimentaires locaux quand on a des pratiques basées sur la vente au volume. Et cette question, elle vient bousculer aussi l'habitabilité des territoires, l'attractivité des territoires, l'attractivité du métier, l'attractivité aussi de notre vie sur les territoires ruraux, avec des problématiques d'une seule santé au sens large pour continuer à vivre de manière sereine. Alors, comment on souhaite s'y prendre? On a déjà débuté pour identifier les limites planétaires et les enjeux sociaux qui étaient impactés aujourd'hui sur notre territoire. On accompagne aujourd'hui un petit peu plus de 150 agriculteurs et sur ce projet, on va accompagner 15 agriculteurs. Donc, on va pour chacun d'eux regarder leurs particularités, leur contexte, et on va identifier les limites planétaires qui les impactent, les enjeux sociétaux qui les impactent sur leur activité, et aussi re-questionner sur de leurs pratiques quels sont les impacts inconscients qu'ils génèrent, les impacts négatifs et positifs. Et puis, à travers cette première analyse avec eux, de prioriser et de définir une boussole sur les enjeux que l'on va retenir collectivement à 15 agriculteurs pour aller évaluer dans ce changement de pratique les impacts et construire les outils qui vont bien pour mesurer. Donc, on va faire de la mesure d'impact sur les piliers sol, les piliers carbone et les piliers biodiversité, et sur des piliers sociaux également. Donc, évaluer, modéliser, créer des outils pour que les agriculteurs soient autonomes pour mesurer les impacts sur les enjeux identifiés. Rendre compte, l'idée c'est d'être toujours dans une dynamique de coopération, rendre compte individuellement, collectivement, au service du territoire. L'intention c'est de ne pas être à l'échelle de la parcelle, parce qu'on sait qu'un agriculteur, même s'il met tout en place pour être le plus efficient possible, si tout se casse la binette dans les parcelles autour de lui, dans les territoires autour de lui, il aura beau avoir un super business model, eh bien, il n'aura plus de clients, plus de bénéficiaires, et il n'aura plus de fournisseurs, plus de distributeurs. Donc, il aura beau avoir une super compta tout seul dans son coin ou un super business model, eh bien, il sera seul. Et donc, ça n'a pas de sens si on souhaite contribuer à une rentabilité, à une robustesse de son modèle économique. Donc, c'est très important pour nous, les résilients, d'avoir cette approche en coopération, en collectif, pour garantir la rentabilité de chacun et de tous. Donc, c'est la posture qui a été la nôtre chez les résilients. Elle se défend, elle se critique, et tant mieux. Comme ça nous sort de notre zone de confort, et c'est parfait, et c'est l'invitation qui est la nôtre dans notre posture et dans nos valeurs. Après avoir évalué, mesuré, construire, eh bien, c'est rendre compte, témoigner, rendre compte, mettre en avant les effets utiles et les bénéfices qui sont générés par ces changements de pratique pour inspirer et pour démultiplier, pour que chacun s'approprie la méthode et que chacun puisse avoir la liberté, l'opportunité de l'expérimenter, de la tester, de la mettre en œuvre dans sa parcelle, mais aussi avec ses collègues. Et le 5e pilier, c'est d'imaginer un récit collectif, de le faire vivre et d'expérimenter cette économie du donut. Donc, je vous en parle tout de suite après, pour contribuer à rendre cette démarche collective, et puis donner à voir les opportunités économiques, les opportunités financières de la relocalisation de ces filières agricoles, mais aussi de toutes les filières qui gravitent autour des mondes agricoles, et je le mets bien au pluriel. Donc, nos 15 agriculteurs sont répartis sur tout le département du Var. On a 9 domaines viticoles qui sont aussi des producteurs plus larges, oléiculteurs,
et arboriculteur. On a 3 maraîchers en sol vivant, un éleveur qui fait aussi un peu de grande culture des céréales et qui produit aussi des semences pour notre filière locale, et puis 2 pépiniéristes. On a choisi d'avoir une approche multifilière parce que si on développe de l'agroécologie, si on intègre les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, on sait, même si le Var est un département très viticulteur, on surfe beaucoup sur le rosé. On sait que demain, si on n'a plus d'eau, eh bien, ce sera sûrement pas le vin la priorité. Et donc, on accompagne nos viticulteurs vers la diversification ou en tout cas la coopération pour qu'ils accueillent sur leur terre d'autres agriculteurs, d'autres filières. Donc, c'était très important pour nous dès le début d'accompagner tous les viticulteurs, tous les maraîchers, tous les arboriculteurs, etc., de manière conjointe, ensemble, pour qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils développent des coopérations. Donc la coopération, eh bien, elle s'accompagne. C'est pas inné, contrairement aux animaux ou aux espèces vivantes autres que l'espèce humaine. Nous avons oublié ce qu'est la coopération et donc ça s'accompagne et ça s'active sur le temps long. On a des expertises aussi mobilisées sur la mesure d'impact, notamment la comptabilité socio-environnementale. Donc, on est accompagné par Take for Life. Je vous en parle un tout petit peu après. On a comme partenaire national aussi l'association Transition Bas Carbone qui nous choisit comme site pilote pour actualiser la méthode de mesure bas carbone et puis les conservatoires d'espaces naturels sur la partie biodiversité. Et puis une expertise technique pour accompagner les agriculteurs. Donc, un réseau partenarial assez fort autour de nous pour aller jusqu'à mesurer les impacts. Il y a... on n'a pas choisi une méthode. Il existe plein de méthodes de compta extra-financière. Nous n'avons pas choisi une méthode particulière. Notre posture était plutôt sur l'ouverture et sur la co-construction des indicateurs pour accompagner les organisations qui sont les nôtres. Et donc, on va regarder quels sont les enjeux de notre territoire et les enjeux des parcelles. Donc, on n'a pas choisi un modèle comptable fondé sur les coûts de la restauration avec la référence d'un bon état écologique. On a choisi la deuxième approche qui est de créer un système comptable construit par enjeu, donc inspiré par le donut que je vous présente ici, donc qui reprend les 9 limites planétaires et qui intègre le plancher social. Et donc là où vous avez un petit soleil, eh bien c'est sur ces enjeux-là que nous allons construire notre système comptable et notre système de rémunération régénérative et de comptabilité extra-financière. Et j'ai fini pour notre part et je suis disponible à l'écoute pour vos questions et approfondir les sujets de la méthode et de ce que nous menons. Merci beaucoup. Donc on va tout de suite continuer avec la présentation de Benoît. Tu peux venir me rejoindre. On va lancer les diapos et puis on prendra notez bien vos questions, gardez-les bien en tête et puis ce sera le moment de les poser à l'issue des 2 présentations. Et donc Benoît va continuer sur ces histoires de modèles économiques régénératifs, comment mettre en place les modèles économiques qui sont nécessaires tout simplement. On l'a bien vu avec cette première présentation, donc je te laisse continuer. Merci Vincent. Alors moi je vais vous parler d'une méthode comptable, c'est la méthode CARE. Alors quand même, moi je trouve ça pourrait paraître curieux quand même de venir parler de comptabilité à des rencontres de maraîchage sur sol vivant, mais c'est vrai que ce matin, même là on parle d'environnement, et c'est vrai que quand on entend parler d'environnement et directement on en arrive aux questions de problématiques environnementales et de suite on se pose un petit peu la question mais que font nos politiques quoi. Et après on entend aussi dès qu'on pose cette question-là de dire en fait mais quel est le véritable pouvoir de nos politiques et là on en arrive souvent à une impuissance due au fait que bien souvent les politiques sont surdéterminées par des enjeux économiques.
Et là, mon point, c'est que l'économie, en fait, elle va être le sous-bassement de l'économie, ça va être des modèles comptables. Et donc, si on veut parler d'économie, d'environnement, il est nécessaire de reprendre à la base, c'est-à-dire de parler de comptabilité. Et du coup, là, je vais vous présenter un modèle comptable qui a pour objectif d'intégrer et d'essayer de prendre en compte les coûts socio-environnementaux. Comment... Ouais, Houston. On a perdu Audrey. Qui doit tout faire. Ouais, c'est parti. Ok, bien sûr. Ok, très bien. Et alors, du coup, pourquoi compter autrement? Séverine l'a déjà expliqué sur la question des limites planétaires. On en a déjà dépassé 6, 7. Bon, et puis c'est pas nouveau. Hein. Déjà, le premier rapport Meadows dans les années 72 montrait qu'une croissance exponentielle dans un monde fini est une impossibilité mathématique. Et donc, il faut compter autrement si on veut pouvoir continuer à exister en tant qu'espèce. C'est de cet enjeu-là dont on parle. Et dans la manière de compter, on peut regarder, par exemple, simplement sur une ferme. Là, par exemple, ça c'est une photo de ma ferme. Où qu'est-ce qui est nécessaire pour faire fonctionner une ferme? Si vous vous lancez, le premier truc qui va être nécessaire, c'est où vous apportez des capitaux financiers qui sont vos sous, ou vous allez à la banque, et là vous allez avoir du coup un capital financier qui vous est prêté, et du coup avec ce capital vous allez pouvoir acheter des serres, un tracteur, des bâtiments, en fait tous des moyens de production pour lancer une activité agricole. Et quand vous faites un bilan comptable, en fait c'est de ça qu'il s'agit. Et pourtant, pour qu'une ferme fonctionne, il faut aussi qu'il y ait des sols. Si vous n'avez pas de sol, pas de matière organique, pas de vers de terre, pas d'oiseaux, pas de biodiversité, ça s'appelle peut-être Mars ou la Lune, et on voit que c'est quand même difficile de cultiver dans ces conditions-là. De même, on voit que dans de nombreuses exploitations, les agriculteurs partent à la retraite ou malheureusement se suicident, et là, on se retrouve avec un problème. Quand il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a plus de ferme. On voit donc de manière assez logique que les capitaux naturels et sociaux sont indispensables à la durabilité d'une ferme. Et pourtant, ils ne sont pas pris en compte dans les modèles comptables, ce qui montre vraiment la non-neutralité de la comptabilité, et le fait de prendre en compte seulement le capital financier est une position idéologique et qui peut être critiquable, surtout quand on voit qu'il y a des problèmes environnementaux et des problèmes sociaux. Alors, du coup, on parle de comptabilité, et du coup, je vais vous faire une petite histoire de la comptabilité. La comptabilité, on a l'habitude de la faire remonter à la fin du XVe siècle, mais finalement, c'est beaucoup plus ancien, la comptabilité. Les premiers exemples de comptabilité datent de 3-4 000 ans avant Jésus-Christ. Déjà, à Sumer, les Babyloniens écrivaient sur des tablettes d'argile toute une série d'informations qui allaient être nécessaires à l'administration. Ah oui, pardon. Du coup, sur ces tablettes va être inscrit toute une série d'informations, le nombre de champs, le nombre de têtes de bétail qui va être nécessaire pour administrer en fait des sociétés humaines qui vont s'agrandir et qui vont passer la taille de la famille, de la tribu, et pour pouvoir administrer des grands ensembles, pour avoir une gestion adéquate, l'outil comptable va être nécessaire. Et on voit en fait que la comptabilité, ça va être quelque part la première forme d'écriture. Les premières choses qui ont été inscrites par des humains, ça a été des données qui vont servir à la comptabilité. Et cette comptabilité va servir à représenter le monde, et cette représentation du monde va être nécessaire pour une gestion la plus juste de cet ensemble.
La comptabilité va évoluer au fil du temps pour atteindre quelque part à la fin du XVe siècle une certaine forme de stabilisation. En tous les cas, elle va être codifiée avec cet ouvrage de Luca Pacioli, la somme arithmétique et géométrique, qui va se répandre dans toute l'Europe parce qu'elle est concomitante avec l'invention de l'imprimerie. Et donc, du coup, dans cette modalité comptable, en fait, on va avoir une invention qui peut paraître insignifiante, mais qui est fondamentale, c'est le concept d'inscription en double partie dans la comptabilité. Par exemple, quand vous allez à la banque et que le banquier vous prête 50 000 euros, vous allez mettre 50 000 euros à l'actif de votre entreprise. Avec ces 50 000 euros, vous allez pouvoir acheter votre tracteur, vos tunnels, et vous allez en fait utiliser l'actif pour produire. Ça va être un moyen de production, ça va être une richesse, ça va être quelque chose que vous allez consommer pour produire. Mais en contrepartie, on va avoir dans le bilan comptable, au passif, une dette que l'entreprise va avoir auprès de son créancier, la banque. Et cette dette va engager comptablement l'entreprise à rembourser son créancier, c'est-à-dire la banque. Et il va même avoir des lois qui vont s'assurer que le créancier sera remboursé. C'est bien cette utilisation du capital comme dette qui va être utilisée par les capitalistes pour créer leurs empires, puisque finalement, avant de pouvoir accumuler, il va falloir conserver. Et cette inscription du capital financier au passif d'une entreprise va être un outil de conservation exceptionnel qui a été créé par les comptables, soutenu par les capitalistes, et qui va permettre en fait l'émergence du capitalisme moderne tel qu'on va le connaître au fil du temps. Et alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce qu'en fait cet outil comptable est d'une extrême puissance pour préserver un capital. Ça a été le capital financier, mais on pourrait utiliser cet outil pour préserver le capital naturel ou préserver le capital social. Et c'est ce que va essayer, c'est ce que fait CARE. Mais avant, on va revenir un petit peu sur les définitions, sur qu'est-ce que le capital. Le capital, il est défini souvent dans le sens commun, dans le sens usuel, comme un moyen de production, une ressource qu'on va essayer de faire fructifier. Enfin, on parle de faire fructifier son capital. Si on regarde comment les économistes utilisent ce terme, que ce soit Marx, en fait, tous les économistes, peu importe leurs idées, peu importe leur obédience, vont utiliser ce capital comme un actif qu'il va falloir utiliser. Quand Marx parle de capital, quand il parle de capital, c'est le capital, il est à côté du travail comme un moyen de production. Et cette notion, elle va vraiment s'ancrer et se diffuser dans même notre langage. Et c'est quand on parle de capital, on a cette vision du capital comme un actif. Alors que d'un point de vue historique et toujours actuellement dans les bilans comptables, le capital est un passif. Et le passif, quand on met quelque chose au passif, c'est quelque chose que l'on veut conserver. Et c'est cette idée qui peut paraître simple, tellement simple qu'elle est difficile à comprendre. Il m'a fallu plusieurs années pour vraiment intégrer ce que mettre un capital au passif impliquait, que Jacques Richard et Alexandre Rambaud, qui sont les inventeurs de la méthode CARE, ont pensé. Voilà, donc là, on a vraiment un mot capital qui va avoir deux définitions totalement différentes. Puisqu'on est sur les définitions, on va parler d'externalité. Je ne sais pas si vous avez une définition claire de ce qu'est une externalité, mais quand on voit, surtout avec des images comme ça, et que je vous parle d'externalité, vous allez penser que c'est sans doute là une externalité négative qu'une entreprise peut avoir sur son environnement. Donc du coup, une externalité négative, ce serait une pollution. Une externalité positive, c'est le fameux exemple de l'apiculteur dont ses abeilles iraient polliniser le verger à côté. Faut bien comprendre que le concept d'externalité est un concept qui rentre dans un modèle socio-économique qui est le modèle néoclassique, qui est le modèle dominant en économie. Et ce concept d'externalité n'est en aucun cas un synonyme d'une gestion des impacts environnementaux.
la définition d'une externalité, c'est les coûts et avantages que va avoir un agent économique sur un autre agent économique et qui n'est pas médiatisé par un marché. C'est-à-dire que déjà, on voit que dans cette définition, il y a plusieurs points. Le premier, c'est que il n'y a pas, c'est toujours entre agents économiques. C'est-à-dire que dans la logique des externalités, il peut pas avoir une pollution d'une entreprise envers une entité non humaine comme, par exemple, la mer Méditerranée. La seule chose qui peut être pris en compte, c'est par exemple la perte d'utilité de certains consommateurs de la mer Méditerranée qui, lorsqu'ils se baigneraient, auraient des boutons sur la gueule et effectivement, là, ils auraient une perte d'utilité de leur bain. Donc, on voit bien que ce concept d'utilité, d'externalité a ses limites et que finalement, ces externalités apparaissent parce qu'il y a des distorsions de marché, il y a des défaillances de marché, et pour régler ces problèmes, on va créer des marchés virtuels ou réels, comme c'est le cas avec le marché, les quotas carbone ou la taxe carbone. Je prolonge un petit peu rapidement sur la théorie économique. Je ne vais pas vous expliquer en détail le graphique, on le fera si vous le souhaitez, mais ce graphique montre ici la deuxième barre, c'est où en seraient les niveaux de production des entreprises si elles intégraient l'intégralité de toutes les externalités, ce qui est une hypothèse extrêmement forte et peu réaliste. Mais si elles le faisaient, quand bien même on y arriverait, les niveaux de production seraient au-delà de ce que l'environnement peut assimiler. Et on peut faire le même raisonnement, non pas avec un environnement, mais avec des salariés. C'est-à-dire que l'entreprise utiliserait ses salariés dans cette analyse coût-bénéfice, toujours au-delà du stress auquel un salarié peut absorber. Voilà, ça c'est une démonstration, et du coup, il est démontré que ces modèles d'internalisation des externalités ne peuvent pas permettre de préserver les écosystèmes. Et si j'insiste sur ce point, c'est que la grande majorité, si ce n'est la quasi-totalité des modèles comptables, raisonnent sur ce type de réflexion, puisque on est dans une économie puisque le modèle dominant de nos économies est un modèle néolibéral, et que cette réflexion sur les externalités en découle. Et donc, si on veut véritablement préserver un écosystème, en fait, c'est assez simple, et c'est ce que va faire CARE, et on verra voir comment on chiffre ça de manière comptable, mais c'est de dire, OK, un environnement, un écosystème va avoir une capacité d'absorption d'une pollution. Eh ben, arrêtons la production au niveau où l'environnement ne peut pas aller au-delà. C'est simple comme raisonnement, et si on veut préserver les écosystèmes, il faut en revenir à une bonne logique paysanne, c'est-à-dire que si la forêt, on peut pas couper plus de tant d'arbres par an pour qu'elle se régénère, il faut s'arrêter à un certain nombre d'arbres. C'est con, mais c'est comme ça. Alors là, je vais vous présenter rapidement le bilan CARE qu'on a fait sur la ferme. On a fait ça pendant 4 ans avec Ferme d'Avenir, via Dominique Yost qui était comptable à Ferme d'Avenir. Donc dans la première partie, au début, vous voyez les capitaux financiers. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans n'importe quel bilan comptable. Donc capital financier au passif, on va avoir à peu près 150 000. Capital financier, 160 000. Donc on va avoir un résultat de 10 000. Voilà, ça c'est ce que je vois quand je fais ma comptabilité au réel avec Serre France. Ce que va rajouter CARE, c'est la question, on va rajouter les capitaux naturels et les capitaux humains. Et on va voir que là, par exemple, le résultat des capitaux naturels va être de 2000. Donc ça veut dire qu'on a préservé les capitaux naturels cette année. Au niveau des capitaux humains, on va être à moins 29 000. Et du coup, si on additionne les capitaux humains et naturels à nos capitaux financiers, on voit que le résultat CARE de l'entreprise La Ferme de Cagnols en 2018 était de moins 17 000.
Donc ça veut dire que c'est pas durable et on le voit parce que d'un point de vue de la préservation du capital social, on est à moins 26 000. Ça c'est parce que si l'agriculteur il travaille 80 heures par semaine, qu'il prend pas de vacances et qu'il est pas rémunéré, eh ben il va pas tenir longtemps, il va aller vers un burn-out et ça c'est absolument pas durable. C'est ce que met en lumière un bilan CARE. Donc là je vais poursuivre avec une analyse des sous-capitaux dans les capitaux naturels pour voir un petit peu comment on a fait pour mettre des valeurs derrière le capital sol, le capital biodiversité. Alors pour le capital sol, la question qu'il y a dans CARE, c'est comment préserver le capital sol. Comment une entreprise préserve un capital sol. Là, les réponses qui ont été apportées à ce type de questions ont été apportées par Dominique Hios, qui était comptable pour Fermes d'Avenir, et moi-même. Et on voit bien qu'il va nécessiter tout un travail de travailler sur les indicateurs, et il y a déjà pas mal de gens qui travaillent sur les indicateurs, et surtout après de normaliser la méthode. Toutefois, ce qu'on a pris comme le choix qui a été fixé, c'était de dire le taux de matière organique est central dans la résilience et le bon fonctionnement d'un sol. Donc, si on préserve les taux de matière organique, on préserve le capital sol. Donc là, on a avec des mesures, avec des indicateurs de résultats, on a montré que en faisant des mesures de sol, les taux de matière organique ont augmenté. Donc, on a préservé le capital sol. Point barre. Par exemple, sur le capital biodiversité, comment on fait pour mesurer si on a préservé le capital biodiversité d'une ferme? Y mettre une valeur sans tomber sur le piège de mettre une valeur sur le vivant. Là, on n'est pas parti compter le nombre de rouges-gorges, de couleuvres, essayer de mettre un prix sur chacun des animaux. Le questionnement était de dire comment on fait pour maintenir un capital biodiversité avec un niveau de référence qu'il faut déterminer, mais bon, on va dire un niveau suffisant. Et là, on voit plein de questions qui germent. Mais du coup, ça a été de se questionner sur comment on préserve de la biodiversité, par exemple en construisant des nichoirs, en semant des couverts végétaux, en arrêtant de travailler les sols, en plantant des haies, en entretenant les haies, en creusant des mares, et tout ça, c'est des opérations qu'on peut parfaitement budgéter. On sait combien ça coûte d'acheter un nichoir ou de fabriquer un nichoir, et du coup, en modèle CARE, l'entreprise va budgéter toute une série d'opérations qu'elle va estimer nécessaires pour préserver le capital biodiversité, et à la fin de l'année, on va voir si ces opérations ont été réalisées ou pas, et si ça a été le cas, elle aura préservé son capital. Voilà, pareil, on peut se poser la question pour l'eau. Pour l'eau, on est parti sur un indicateur non pas de moyens. Est-ce que j'arrose avec du goutte à goutte ou avec des asperceurs? Pour moi, c'est pas ça la question. La question, si on veut préserver le capital eau, c'est est-ce que je mets des produits qui vont finir dans la nappe phréatique et là, je préserve pas totalement. Et après, la quantité, si je souille pas l'eau, c'est d'où vient mon eau et est-ce que je prélève pas plus d'eau dans le milieu que ce qu'il y en a. Donc là, vu qu'avec nos pratiques, on fonctionne qu'avec l'eau qui tombe du ciel et le trop-plein d'un puits qui vient alimenter un petit bassin qu'on a construit, on arrive à préserver le capital eau. Et pour préserver ce capital eau, en fait, on va pouvoir budgéter le coût de la création du bassin qu'on va amortir d'un point de vue comptable, ainsi que l'apport de matière organique, les bâches plastiques et toute une série d'opérations de culture que l'on fait pour pouvoir arriver à cultiver sans avoir à prendre de l'eau de l'extérieur. Voilà un petit peu comment fonctionne la méthode CARE. Je suis allé vite, mais ça n'a pas trop de temps non plus. On pourra y revenir si vous avez des questions. Je voulais préciser quand même que quand j'ai contacté Fermes d'Avenir pour qu'ils viennent faire une comptabilité en triple capital sur la ferme, et je m'attendais en fait au début à ce qu'on trouve toute une série qu'on mette en lumière en fait toutes mes bonnes pratiques, ils polluent pas l'environnement, ici et ça, pour essayer de mieux valoriser mes productions.
Parce qu'en fait, c'est ça, tu produis des légumes, tu as besoin de les vendre et tu cherches un petit peu toutes les manières d'essayer de mieux les valoriser. Mais CARE ne répond absolument pas à cet objectif. CARE, pour CARE, c'est de préserver le capital humain et le capital environnemental, le capital naturel. Mais si toutes les entreprises faisaient comme ça changerait totalement la donne. Et je pense que il faut voir que souvent on parle d'agriculture et on dit ah oui, ce sera pas compétitif, etc. Mais l'agriculture est quand même un secteur d'activité qui est massivement subventionné, que ce soit avec les aides PAC ou avec toutes les aides à l'investissement, les aides régions, les aides du département, les aides France Agrimer ou les aides FEDER de l'Europe. Et je trouve ça quand même aberrant que d'un point de vue social, l'argent de nos impôts, notre argent collectif, aille à subventionner des entreprises qui détruisent l'environnement et qui détruisent l'humain. Je pense que si on interrogeait les gens, on dirait est-ce que vous avez envie qu'avec vos impôts, on aille détruire les écosystèmes et qu'on empoisonne vos enfants? Je pense pas que le choix serait vers là, et pourtant on se retrouve avec un modèle d'allocation de subventions qui va malheureusement à réaliser ce qu'on voudrait pas qu'il advienne. Et c'est pour ça que des bilans CARE pourraient vraiment représenter les véritables impacts des entreprises et pourraient être le début d'une nouvelle politique de subvention publique qui aille véritablement vers la préservation de ce qu'on estime de manière collective, de manière démocratique, juste de préserver. Et pour terminer, je finirai avec une citation de Jacques Richard qui dit « Avec leur conception du capital comme actif, les économistes, y compris Marx, n'ont non seulement pas compris ce qu'est la vraie nature du capital pour ces entrepreneurs capitalistes, mais sont passés à côté d'un instrument majeur du capitalisme qui les empêche de concevoir une alternative sérieuse à ce modèle. » Et donc, si on intégrait le capital humain et le capital naturel au passif des entreprises, là, on a un véritable outil très pragmatique. Les comptables y sont formés pour créer une véritable révolution qui prenne soin de l'humain et du social. Merci. Bon, je m'attendais pas à un cours d'économie dans la suite de cet atelier, et je pense qu'il était très intéressant d'avoir cet éclairage. Surtout, je m'attendais pas de ta part à un cours d'économie, d'autant plus, mais c'est très très chouette, et ça permet j'imagine assez simplement de lancer les échanges avec Séverine, avec Benoît. Clairement, oui, il y a beaucoup de choses qui font écho, mais voilà, ce qu'on a envie enfin, moi, je suis assez pragmatique, et une première question que j'ai envie de poser, mais je vais la poser plutôt à Séverine. Je sais pas si c'est bon au niveau du son. Ça devrait le faire. Séverine, tu peux enlever le diapositive, réafficher le son, le zoom, si possible. Séverine, est-ce que tu peux parler, vérifier que ça fonctionne? Oui, je t'entends. Voilà, parfait. Donc, voilà, on affiche le temps de refaire la bascule. Séverine, la question que je voulais poser, ben voilà, comment, plus concrètement, parce que tu nous as présenté énormément d'éléments qui donnent une vraie vision et une vraie direction et des actions. Il y a eu des actions qui ont été présentées, mais on a envie de savoir un peu plus concrètement, dans votre quotidien et sur le quotidien de n'importe quel territoire, comment mettre en place cette dynamique de création de modèles économiques, puisque c'est ça le cœur du sujet aujourd'hui. Comment ça peut émerger de manière la plus forte possible sur les territoires, en partant de votre expérience. Ce que je peux peut-être partager, c'est que cette dynamique des résilients, elle est née de femmes et d'hommes qui avaient les mains dans la terre, qui ont les mains dans la terre, qui mettent déjà des choses en place, plus ou moins abouties, plus ou moins approfondies, des pratiques agroécologiques qui n'ont plus rien à prouver, qui sont des mises en œuvre sans regret pour l'environnement et pour la production. Et
on n'a pas attendu d'être un grand nombre pour se mettre en mouvement. C'est-à-dire que 2, 3, 4, en fait, ça fait 5, 6, 8, 9, 15 et ça fait boule de neige. Et si on avait dû attendre que tout le monde ait envie de changer ou d'essayer de nouvelles pratiques, on n'aurait jamais commencé. Si on avait attendu que les politiques locales, que les politiques nationales et que les politiques européennes impulsent le changement, eh bien, on n'aurait pas aujourd'hui plus de 150 agriculteurs en mouvement et dans l'envie d'essayer ensemble. Donc, on est juste allé chercher des énergies là où elles étaient déjà pour activer de la coopération et changer un modèle économique, un business model, une manière de valoriser la production, les actions des uns et des autres et d'intégrer de nouvelles manières de se rémunérer et donc d'intégrer ça dans la compta extra-financière tournée vers comment est-ce qu'on valorise les impacts positifs. Ça ne peut se faire qu'en mettant autour de nous tout un tas d'acteurs. C'est-à-dire que si on vient challenger le bien-être, la diminution du taux de suicide, la santé humaine des agriculteurs, la baisse du taux de leucémie, la baisse du taux de burn-out, la baisse du taux de mal de dos, de tout un tas de choses chez les agriculteurs, on ne peut pas le faire sans l'Agence régionale de santé, on ne peut pas le faire sans la CPAM, on ne peut pas le faire sans les mutuelles, on ne peut pas le faire sans les organismes qui gravitent autour de cet enjeu santé, par exemple. Si on vient challenger l'effet que l'on génère sur l'attractivité de cette filière, de ces filières agricoles, de ces métiers agricoles pour générer de l'emploi, donner envie aux jeunes de venir se former au métier de l'agriculture, de monter leur propre exploitation, eh bien, on ne peut pas le faire sans travailler avec les écoles, les collèges, les lycées agricoles, etc., etc. Donc, autour de nous, on est allé chercher ces partenaires-là qui forment d'ores et déjà aujourd'hui des jeunes, mais qui n'ont pas forcément de déboucher tout de suite sur les enjeux qui percutent les agriculteurs aujourd'hui. Parce que les jeunes, ils sont peut-être presque plus attentistes sur ces sujets auprès de leur employeur. Donc, nous, on a des employeurs qui sont avancés un peu sur ces sujets, qui déploient des choses, et on a des jeunes qui attendent des agriculteurs qui intègrent ça dans leur pratique. Donc, on fait le pont. La coopération, c'est comment on se met en opération ensemble pour répondre à un bien commun. Donc, c'est bien au-delà du business model d'un agriculteur tout seul sur sa parcelle. C'est bien au-delà d'une dynamique individuelle. Donc, la posture qui est la nôtre, mais c'est un choix parce que peut-être qu'on est constitué de ces personnes-là dans les résilients. Peut-être que s'il y avait un collectif ailleurs, ce serait différent. Mais c'est la posture qui a été la nôtre, notre raison d'être et les valeurs qui sont les nôtres. Et donc, on vient mettre autour de nous tout un tas d'acteurs sur l'eau, sur le sol, sur l'emploi, sur la santé humaine. Et tous ces acteurs-là sont autour des résilients pour identifier des indicateurs et qu'on soit aligné sur des indicateurs, les mesurer et s'aligner sur des enjeux. Parce que notre idée, dans la méthode que l'on a choisie de comptabilité, c'est de régénérer, s'engager sur la durabilité à travers notre contribution aux enjeux qui sont les enjeux de la limite planétaire et du plancher social. On n'est pas sur le capital, on est sur, on change, on accompagne le changement de comportement, on accompagne nos pratiques et on a des effets utiles et on contribue à répondre à la hauteur qui est la nôtre aux enjeux. Entendu. Donc, besoin de tisser du lien, de mycorhizer encore une fois avec tous les acteurs pour faire émerger le monde dont on rêve. Alors donc la parole est maintenant à vous. On a une bonne trentaine de minutes qui s'ouvrent. Donc on va faire tourner le micro. On a autant de personnes dans la salle qu'en ligne. Donc on va bien poser les questions dans le micro s'il vous plaît. Oui, peut-être une question pour toi, Benoît. J'ai l'impression que pour alors la comptabilité care, vraiment génial quoi. C'est sûr que ça serait le Graal pour nous tous. Et puis on se rend compte que tu l'as bien démontré que le facteur humain, en le mettant de côté, même si on fait du MSV, on est au bord de la plaque quoi. Mais est-ce que pour lancer cette dynamique, est-ce que, enfin moi je suis un peu pessimiste. Je pense que le phénomène qu'il y a d'accaparation des richesses dans ce monde. Est-ce que ce serait pas ça, en fait, si on arrive à débloquer cette situation qui permettrait d'amorcer, en fait, la mise en place
d'une comptabilité CARE, par exemple, de trouver, déjà ce facteur humain. C'est vrai que si demain les richesses étaient mieux distribuées, on aurait des produits qui seraient peut-être mieux payés. Du coup, derrière, on pourrait embaucher et avoir plus de personnes sur nos exploitations, baisser la pénibilité au travail. Est-ce que, en fait, la base de tout, c'est pas l'accaparation des richesses qui fait que on a du mal à mettre en place tout ça? Et est-ce qu'au final, ce sera possible, quoi? Si je veux répondre sur CARE, je comprends bien que l'expérimentation qu'on a faite sur la ferme de la méthode CARE ne va en aucun cas changer mon avenir économique sur la ferme. Et qu'il y a eu quelques expérimentations, et c'est juste de tester la méthode et de quelque part de produire quelque part des idées. Et en fait, sur les fermes, il faut qu'elles soient rentables dans le modèle socio-économique dans lequel elles s'inscrivent aujourd'hui. CARE n'est pas appliqué. Par contre, c'est pas parce que c'est pas appliqué qu'il faut pas réfléchir comme ça, parce que si on est d'accord sur le constat et les problématiques, toutes les autres méthodes n'apportent pas de solution réelle. Et CARE pose la question d'une manière différente. Et du coup, en fait, CARE permet de repenser quelque part, pour peut-être, pour prendre une citation d'un philosophe, de penser avec un A le monde. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à avoir un projet clair sur comment on peut réorganiser l'économie, eh ben, on n'y arrivera pas. Et il y a urgence. Et oui, c'est compliqué de mettre en place un modèle comptable. Par contre, c'est encore plus compliqué, à mon avis, de faire une révolution. On a pu voir au cours du siècle passé toute révolution, dans quel état on est arrivé après la révolution. C'était bien souvent pire qu'avant. Et là, on est déjà tous formatés à un mode de pensée capitaliste. Et là, les comptables savent utiliser cet outil comptable qui est la mise au passif d'un capital. Et il suffirait juste de fixer des indicateurs et de les mettre en place avec une agence, avec des organismes d'État qui se déploieraient. Et c'est extrêmement simple. Par exemple, si on prend sur l'indicateur eau, les agences régionales de l'eau ont déjà toute une série d'indicateurs pour savoir comment on préserve le capital eau. Donc en fait, oui, il y a du boulot. Mais en fait, l'enjeu en vaut tellement la chandelle que je me suis permis de venir parler de cette méthode-là, parce que je crois que il faut vraiment... Ouais, voilà. D'un côté, on me dit, on voit tout le travail qu'il y a à faire, et quand on voit comment ça fonctionne dans notre monde, on se dit, ça va être dur, mais si on n'essaie même pas, à quoi bon? Merci. Bonjour. Pardon, c'est pas particulièrement une question que je voulais poser, c'est peut-être une reformulation de ce que j'ai compris là, et que je vous remercie parce que c'était assez intéressant de vous avoir tous les deux. Personnellement, ce que je ressors là de ce qu'on a entendu, c'est que la méthode CARE apporterait une lecture comptable au sens propre du terme, et notre monde est construit sur une base comptable économique. Tout est construit là-dessus. Les indicateurs que j'entends formulés derrière par les résilients sont utilisables pour comptabiliser d'ailleurs. Maintenant, on sait aussi que tous les éléments de langage et tous les diagrammes et tous les documents qu'on peut utiliser sont récupérés politiquement, reformulés, Pardon. les mots sont repris et réutilisés par les politiques bien comme ils le veulent. Et effectivement, moi, je trouve que ça freine souvent plein de choses, parce que on peut créer tous les indicateurs qu'on veut. Si c'est pas clair derrière, on sait pas où on va. Et ce qui m'a un petit peu séduit derrière CARE, c'est que du coup, on numérise tout ça et on le rend dans un langage qui est tellement utilisé, tellement connu et tellement la base de toute leur réflexion là-haut, que s'il devient généralisé, il a presque un impact, il me semble, assez fort dans la lecture et dans la traduction qui pourra en être. Juste une petite réflexion aussi. Aujourd'hui, on a des outils pour simplifier la comptabilité. Je parle de la comptabilité qu'on connaît bien, parce que
il y a tout un tas d'opérations comptables qui sont assez pénibles. Il faut lire des factures, les enregistrer. Bon, enfin, tout le monde peut imaginer ça en tant que maraîcher. Mais il y a des outils qui permettent de simplifier tout ça parce qu'on fait de la reconnaissance automatique des factures. On va automatiquement créer des lignes comptables à partir de ce qui alimente naturellement la comptabilité, c'est-à-dire les factures, que ce soit d'achat ou de vente. Et on peut tout à fait imaginer aussi automatiser assez simplement la comptabilité environnementale, sociale, en se connectant aux données des agences de l'eau, aux données de l'Agence française de biodiversité, etc., etc., et aux données des sols, parce qu'on a de plus en plus aussi de données sols qui remontent et qui permettent de faciliter, parce que c'est vrai que la comptabilité, ça peut faire un peu peur à tout le monde, mais c'est aussi pour un petit message pour dire, ben, il va très vite va arriver des comptabilités facilitées par les outils numériques actuels et par l'interconnexion avec les données qu'on a déjà en fait énormément, mais que nous tous imaginons même pas parce qu'il y a tellement de données dans tous les sens qu'on sait même plus qu'elles sont là, et de juste les rappeler, les rendre visibles auprès d'abord des personnes concernées et puis de tous. C'est quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre de l'infaisable et qui n'est pas l'ordre de la décennie. C'est quelque chose qui peut arriver en quelques mois. Voilà. D'autres questions tout en haut? Oui, c'était pour Benoît. J'avais entendu aussi que Carrefour avait lancé justement de la compta care, avait fait un essai sur un Carrefour, une boutique là en Bretagne. Donc c'était juste pour dire que care, en fait, c'était pas forcément une méthode comptable qui venait d'apparaître. C'est une méthode qui a déjà été utilisée et vue par des entreprises qui ont essayé de la mettre en place et de l'utiliser comme un argument avec la responsabilité sociale des entreprises qui est en train de plus en plus de se développer, et que Carrefour avait abandonné quand ils avaient vu leurs résultats qui n'étaient pas super positifs. C'était juste pour contextualiser un peu, et puis si Benoît avait quelque chose à rajouter là-dessus. Oui, CARE n'est pas une méthode qui est limitée à l'agricole, mais vraiment qui peut être pris pour toutes les entreprises. Et par rapport à, peut-être pour reprendre encore plus de distance, mais c'est qu'il y a véritablement des questions qui se posent au niveau européen ou au niveau international sur quelle conception, qu'est-ce qu'on va mettre pour, comment on va comptabiliser les impacts sur l'environnement. Alors, il va avoir d'un côté, pour le moment, l'Europe qui essaye d'avoir une logique plutôt de gestion des impacts, où du coup ça rapproche de la logique de CARE et qui est tout à fait souhaitable, mais malheureusement toujours il y a l'autre côté, c'est toute la logique qu'il y a derrière cette pensée des externalités, qui est la logique anglo-saxonne, qui est poussée par l'IASB et qui pourrait devenir les normes comptables nouvelles dans les normes comptables internationales si on intègre les pollutions sur l'environnement sous le principe de l'externalité. Et ben pour moi, c'est par rapport à ce que je montrais, c'est comment continuer en avant avec pourtant toute une dialectique qui va dire à tout le monde on intègre, on prend en considération les impacts, mais en fait c'est pas en capacité de le faire, et du coup ça j'appelle ça, je sais pas, je vais pas l'appeler, mais c'est pas ce sera pas suffisant, et c'est pour ça que c'est important d'essayer de comprendre, parce qu'on est tous d'accord pour dire il y a des problèmes, et si on définit pas les mots et si on comprend pas ce qu'il y a derrière certains mots qui peuvent nous paraître très appétants et de bonnes solutions, et bien au final on peut nous amener vers des endroits où on n'a pas envie d'aller, quoi. Oui. Alors c'était un petit peu pour rebondir effectivement sur la remarque d'Ariane. Tout à fait d'accord sur le fait que ça puisse être avoir un retentissement assez fort de jouer sur le terrain de la quantification, de mettre en fait sur le même plan comment mesurer finalement les facteurs naturels et humains par rapport aux facteurs économiques. Simplement, je me demande si c'est pas
faire le jeu un petit peu de la logique économique qui est à l'œuvre. Et est-ce que c'est juste pour chatouiller un petit peu, hein, est-ce que la méthode pourrait pas être un petit peu questionnée sur finalement la prendre dans l'autre sens et être plutôt dans le rapport qualitatif pour mesurer chacun de ces enjeux plutôt que de les mettre sur le même plan, quoi, alors évidemment on peut faire des bilans, des comptes de résultats, etc. Mais voilà, ça peut être récupéré de la même manière que des éléments de langage, etc. C'est pas possible parce qu'en fait, Care part du qualitatif pour après le budgété. Et on est dans une vision où l'environnement est un passif, c'est-à-dire une dette que l'entreprise va avoir envers l'environnement. Elle va devoir le remettre en état, le préserver. On n'est pas du tout justement dans la vision des économistes qui vont essayer de considérer l'environnement comme un actif qu'il va falloir fructifier. Et c'est cette logique-là qui est celle des externalités. Parce que c'est vrai qu'on est un peu échaudé avec les crédits carbone, par exemple. On a fait tout un foin. On va faire, grâce à la finance et aux outils magiques de la finance, par exemple, pour prendre cette. Voilà. Bon, enfin voilà, on a bien compris que c'est pas du tout l'histoire de crédit carbone dans ce que tu as présenté, mais c'est voilà, on voit des exemples comme ça émerger de solutions incroyables où on va compter, et puis en fait, bah, les manières de compter. Compter la biodiversité, bah, tu as bien dit que c'était pas si évident. Enfin voilà. Mais c'est là où se pose la question. Comment est-ce que on ne retombe pas dans compter pour compter et est-ce que, oui, c'est des questions qui peuvent toujours se poser, qui sont toujours d'actualité. Pour répondre à ça, en fait, il faut compter, mais c'est comment on compte. Parce qu'en fait, quand on fait quand des entreprises, par exemple, essaient de compenser avec, du coup, je sais pas, une multinationale qui essaie de compenser des émissions de carbone en justement finançant tel ou tel projet. L'important, c'est pas, du coup, il va avoir c'est pas de planter un arbre. L'important, c'est de voir si cet arbre il pousse et d'avoir un suivi dans le temps. Et en fait, si on veut vraiment que les tonnes de CO2 elles soient véritablement compensées dans le monde réel, c'est d'avoir un suivi jusqu'au bout. Et le problème, c'est que dans toutes ces histoires de compensation, de prix de taxe carbone, etc., on est à un prix à peu près de 40 euros, 40, 50 euros la tonne de carbone, de CO2, alors que dans le coût réel de séquestrer une tonne de carbone qui aille réellement et durablement dans les sols est plutôt sur les chiffres que j'avais vus entre 600 et 1000 euros. Mais après que des gros groupes donnent des sous à tous les petits maraîchers pour compenser un petit peu leurs émissions, je trouve ça une très bonne chose, hein. Mais on peut intégrer de la compensation, mais si on veut préserver quelque chose, on ne peut pas le mettre comme un actif. Voilà, c'est vraiment ce fondement comptable, c'est-à-dire que si on veut préserver l'humain comme la nature, eh ben mettons-le au passif des bilans comptables, puisqu'il y a cet outil qui a été créé par les comptables pour préserver le capital financier, et ça, on voit que ça fonctionne très bien, quoi. Moi, je voulais savoir, c'était quoi les prises de conscience que tu avais eues à l'issue de voir tes résultats, quoi, chiffrés, et est-ce que ça avait fait évoluer des choses dans tes pratiques ou dans ton organisation, dans ta vie, quoi? Eh ben, au début, je pensais vraiment pas, parce que je voulais juste avoir des chiffres pour quelque part dire est-ce que je devrais pas me faire mieux parce que je fais bien. C'était un peu ça et en fait, quand j'ai vu les chiffres, je me suis dit mais en fait, d'un point de vue social, ça va pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, le travail est mal rémunéré et du coup, à partir de ce bilan CARE, je suis pas allé vers des réflexions environnementales parce que ça, c'était déjà ce qui avait occupé toute la logique de création de la ferme, mais ça s'est posé sur des questions de rentabilité, d'efficience et d'organisation au travail, où là, je m'étais pas posé les questions et c'est le bilan CARE a mis clairement en lumière que si les gens qui travaillent sont pas payés, ça va pas durer longtemps, quoi.
Oui, je me pose une question déjà. Est-ce que tu l'as peut-être dit, mais le modèle CARE, le modèle de calcul en particulier, est-ce qu'il est libre d'accès? Est-ce qu'on peut le consulter quelque part? Et j'ai une autre question après, donc je garde le micro. Alors le modèle, il s'appelle CARE TDL et il a été créé à la base par Jacques Richard et là il est co-développé par Alexandre Rambaud et d'autres chercheurs et ils ont publié des bouquins, c'est disponible. Hein. Et ils font des conférences et ils demandent que en fait à ce que ce type d'idée devienne publique, une question publique pour que peut-être que bah, je sais que Ferme d'Avenir avait travaillé là-dessus, on a travaillé avec eux. Après, il y a des cabinets comptables, je crois Compta Durable, qui fonctionnent avec ce type de modèle comptable. Il y a une vingtaine de thèses qui sont en train d'être produites sur ce modèle CARE. Voilà, il y a des publications de mémoire. C'est un sujet qui quand même est quand même assez discuté dans certains milieux. Ok, et petite précision, donc surtout sur la question de la biodiversité, parce que tu nous as bien mentionné qu'on ne donnait pas de valeur à la biodiversité, et à côté de ça, tu dis, mais il faut un niveau suffisant de la biodiversité pour le calcul, et tu calcules le coût des aménagements, qui du coup ont un coût, donc indirectement tu donnes un coût à cette biodiversité. Donc je m'interrogeais sur, voilà, est-ce que c'est un coût indirect, est-ce que c'est un coût caché, est-ce que comment c'est pris en compte? En fait, c'est pas de dire combien vaut un oiseau. Parce que quand tu commences à dire combien vaut un oiseau, moi ça me fait penser quand je faisais des cours d'économie, à un moment il y avait un problème, c'est un avion qui se scratch et du coup il y a tant de morts et de voir comment les polices d'assurance vont rembourser les gens en fonction de leur pays d'origine. Et là tu vois les histoires d'inégalité, comment elles peuvent apparaître. Donc mettre un prix sur le vivant, c'est une pente très glissante dans laquelle CARE n'est pas rentré, heureusement, mais c'est de dire, en fait, si tu veux avoir des oiseaux sur une ferme, si t'as pas de mare, si t'as que, je sais pas, si t'as 500 hectares de blé, même si c'est du bio, mais avec travail du sol, tu vas pas avoir beaucoup de biodiversité, quoi. Et c'est de dire, et c'est là où il y a tout un travail de normalisation d'indicateurs, de dire, bah, peut-être qu'il faudrait 2 kilomètres de haies pour tant d'hectares pour préserver une biodiversité convenable sur une ferme. Et donc là, tu peux très bien savoir combien ça te coûte de planter un arbre, de l'entretenir, de creuser une mare. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre une valeur sur des opérations qui vont être nécessaires pour maintenir le vivant. C'est-à-dire qu'en fait, la biodiversité, c'est un passif, c'est quelque chose qu'on veut conserver. Et donc, du coup, conserver quelque chose, ça va avoir un coût. Et du coup, bah, tu calcules ses coûts et c'est ce que l'entreprise va devoir mettre pour préserver ce qui est nécessaire qu'elle préserve. Et au sujet des indicateurs, tu as parlé du sol, de la biodiversité, de l'eau. Il n'y en a pas d'autres qui sont pris en compte dans la méthode, l'air, Ah non, mais il y a tous les indicateurs et en fait, on pourra j'ai juste que là, j'en ai présenté 3 pour essayer d'expliquer rapidement la méthode et vraiment, au niveau des indicateurs, sur l'eau, l'agence de l'eau, elle en a déjà 30. Donc en fait, on peut avoir des indicateurs très précis. Après, ça va être tout le travail de fixer, il y a les indicateurs. Après, il faut normaliser pour certains secteurs d'activité certains indicateurs qu'on a normés et après il faut au lieu d'avoir par exemple EcoCert que je paye pour venir voir si je mets des produits dans le jardin et qui contrôlent mes factures, on pourra avoir des gens assermentés qui viennent vérifier et qui regardent certains indicateurs, des professionnels, pour voir en fait si une entreprise maintient ou pas certains capitaux et du coup tout peut être repensé en fait. C'est-à-dire, j'ai l'impression que là, à vouloir présenter quelque chose de nouveau, on a l'impression que c'est très compliqué, mais en fait, le monde dans lequel on vit est extrêmement compliqué. Et s'il n'est pas fonctionnel, et que l'idée, voilà, on peut partir sur l'idée plus saine pour construire un monde qu'on désire, quoi. Et est-ce que peut-être peut avoir l'avis de résilience aussi sur les indicateurs? Est-ce que vous avez construit justement des indicateurs types dans vos démarches ou pas?
Nous, on est parti du fait qu'on allait identifier les indicateurs avec les agriculteurs et avec l'acteur qui nous accompagne, donc Tech for Life. Donc l'idée, c'est de se rendre compte d'abord, c'est d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe déjà sur les parcelles de chacun et sur le territoire. Et pour se rendre compte, il faut observer, mesurer, regarder. Ensuite, prendre la mesure. Donc, je vous disais, mesurer les impacts, modéliser, se rendre compte de ce qui est important, ce qui est moins important, ce qui est prioritaire, pas prioritaire. Quantifier, en fait, pour jauger la taille de l'effort à fournir, de l'effort d'amélioration à fournir. Donc, pour avoir des données physiques, en fait. Et ça, on le fera une fois qu'on aura étudié les parcelles de chacun et que chacun aura pu nous partager les enjeux qu'il vit. Et une fois qu'on a ça, on prend en compte. Donc, on prend en compte, constater l'ampleur du sujet, définir une stratégie d'amélioration. Donc, c'est définir une stratégie d'amélioration, non pas sur ses capitaux propres, mais par rapport aux enjeux que l'on se fixe collectivement. Et puis, tenir compte ensuite, c'est se fixer un cap, le tenir, donc mesurer aussi pour s'assurer qu'on est dans la bonne orientation, dans le bon chemin, dans le bon accompagnement des changements de pratique sur sa parcelle, mais aussi sur le territoire. Donc, mesurer, évaluer sur la qualité et sur la quantité pour voir ce qu'on a mis en œuvre. Et puis après, c'est rendre compte. Donc, c'est l'intégrer dans la comptabilité de chaque agriculteur et le rendre compte à toutes les parties prenantes, aux comptables, aux banques et à l'ensemble des parties prenantes et voire aux clients, donc aux bénéficiaires des produits que l'on vend. Mais ces indicateurs-là, oui, on a cette entrée eau, biodiversité, sol, carbone, mais aussi on a les indicateurs du plancher social qu'on ira regarder. Donc il y a tout un panel d'indicateurs, comme le disait Benoît, et on va identifier ceux sur lesquels, au regard des enjeux de chacun et au regard des enjeux du territoire, nous retiendrons les indicateurs prioritaires pour contribuer à l'habitabilité du vivant. Donc ce ne sera pas des indicateurs seulement individuels, personnalisés, mais aussi au service du bien commun. Sur les indicateurs, je rajouterais qu'il n'y aura jamais un seul indicateur qui résumera tout et qui solutionnera tout. Et aujourd'hui, on a vu que cette obsession de l'indicateur du PIB qui écrase absolument tous les autres est absolument mortifère. Mais voilà, c'est vrai que il est difficile d'avoir une approche holistique en suivant que un indicateur ou 3 indicateurs ou peut-être que 10 et que forcément il faut plusieurs prises de terre, il faut multiplier les prises de terre et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on a tout un tas d'outils qui nous permettent maintenant d'aller d'un indicateur à l'autre et de basculer, d'avoir différents vues et c'est aussi ça la richesse d'évaluer un système. On peut le regarder avec le prisme toujours économique, environnemental, social, mais même au sein de chacun de ces prismes, on peut croiser les regards, et c'est ça qui va faire aussi la richesse. Et je trouve ça assez intéressant ce que dit Séverine sur le fait que il faut surtout utiliser les indicateurs qui desservent les intérêts et les besoins des personnes locales qui sont les parties prenantes. J'ai une petite question, si on n'a pas d'autres, pour Séverine d'abord, et je pense que ça pourra aussi être intéressant d'avoir ton éclairage, Benoît, sur la question de la rémunération pour ces services environnementaux, ou on pourrait parler aussi de rémunération pour des services sociaux, puisqu'on a parlé aussi des services économiques, mais ça c'est de base. Et tu en as parlé un petit peu, mais j'aimerais que tu développes comment vous rémunérez aujourd'hui les gens, au-delà du fait qu'ils vont améliorer leurs marges, etc., parce qu'ils ont des réductions de charges. Comment est-ce que concrètement ça peut aussi avoir lieu? Là, on travaille, je vous le disais tout à l'heure, avec des mutuelles, par exemple. C'est-à-dire que alors les agriculteurs sont rarement en arrêt maladie, mais malgré tout, d'avoir un suivi qualitatif sur les mots MAUX qu'ils peuvent vivre, même s'ils vont pas chez les médecins. Donc, on a un travail d'analyse de ces indicateurs-là pour voir comment est-ce que il y a une amélioration de la situation de santé en fait des agriculteurs et du coup de travailler avec les mutuelles, de travailler avec la CPAM, ça permet aussi à ces acteurs de faire des économies et d'être au plus près des besoins des agriculteurs notamment. Donc eux, ils trouvent leur compte, c'est-à-dire que
tous les acteurs ont des plans stratégiques, des améliorations sur lesquelles ils doivent rendre compte aussi, notamment avec Benoît, on parlait de l'évolution de certaines réglementations. Je parle par exemple de la CSRD. Il y a plein d'acteurs aujourd'hui qui sont impactés et qui doivent rendre compte de leur amélioration. Et donc, les agriculteurs contribuent à cocher les cases par ces acteurs-là. Donc, il y a la CPAM, il y a l'Agence régionale de santé, il y a aussi les banques, il y a aussi les collectivités qui pilotent des plans alimentaires territoriaux, qui pilotent des plans climat, air, énergie territoriaux. Et malgré toute la bonne volonté des chargés de mission qui pilotent des PCAET, c'est pas eux qui sont sur le terrain, c'est pas eux qui vont contribuer à réduire la consommation d'énergie, les émissions carbone, la diminution des risques inondations et des inondations dans les PPRI. Eh ben, c'est les agriculteurs notamment. Donc, les agriculteurs rendent des services à d'autres acteurs. Et donc, si les agriculteurs investissent, consacrent du temps, se forment, changent de pratique, ça doit se valoriser. Et ils sont des acteurs des plans climat, air, énergie. Ils sont des acteurs des plans alimentation territoriaux. Ils sont des acteurs de la réduction de la dette de la CPAM. Ils sont des acteurs pour ouvrir des métiers et des formations aux jeunes qui sortent des lycées agricoles. Ils accueillent des stagiaires et donc, ils rendent des services utiles. Ils viennent enlever des cailloux dans la chaussure des uns et des autres. Et donc, si on travaille en coopération avec tous ces acteurs-là, eh bien, chacun y trouve son compte, chacun est gagnant-gagnant. Et c'est comme ça qu'on arrive à tisser une rémunération complémentaire qu'on appelle contributive, voire régénérative. Et je rebondis sur ce qui était dit tout à l'heure par rapport aux agences de l'eau. Les agences de l'eau, pour l'instant, ont une politique plutôt de gestion de l'eau et non pas de régénération de l'eau. Donc, les agences de l'eau, elles ont souvent une approche tuyau, une approche gestionnaire, ce qui est très bien, puisqu'elles permettent de donner l'accès à l'eau au plus grand nombre pour le moment. Mais malgré tous les tuyaux qu'on aura et qu'on a aujourd'hui, même s'ils sont bien rénovés, s'il n'y a plus d'eau qui coule dans les tuyaux, on sera bien embêté. Et donc, l'agence de l'eau a aussi une part d'enjeux qui rejoignent les enjeux qui changent de pratique, parce que les agriculteurs, selon leurs pratiques, régénèrent le cycle de l'eau et donc permettent qu'il y ait encore de l'eau qui circule dans les beaux tuyaux que nous avons, même si certains sont un peu percés, mais voilà un peu les acteurs qui peuvent contribuer à la rémunération des effets utiles des agriculteurs. Je trouve, moi, il y a des aspects qui ont été. Vas-y, prends le micro et. Si j'ai pas répondu complètement, n'hésitez pas à me reposer la question et je veux bien peut-être que au micro vous puissiez me la redire parce que j'entends pas toujours très bien dans la salle. Qui est-ce qui paye réellement et combien les paysans sont payés pour tout ce que tu racontes là, quoi? Parce que là, tu as parlé de gens qui pourraient potentiellement avoir un intérêt à ce que les paysans bossent bien. Mais à un moment donné, quand les paysans bossent bien, qui est-ce qui paye, quoi? Et tu tapes sur l'agence de l'eau là, mais au final, c'est une des structures qui finance le plus nos associations, nos dynamiques. Donc moi, je trouve que l'agence de l'eau, c'est l'une des structures qui nous supporte le plus en tant que paysans, quoi. Donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous faites, enfin réellement, qu'est-ce que ça veut dire, combien, pour qui, quoi. Donc là, on lance le projet. Donc tant qu'on n'a pas les indicateurs qui vont être codéfinis par l'ensemble des parties prenantes, je ne peux pas te répondre à ce moment précis. Et oui, l'agence de l'eau finance les agriculteurs aujourd'hui, souvent, par exemple, dans le passage HVE2, etc. Mais par contre, on ne rémunère pas les effets utiles que vous générez. Ils vous rémunèrent via des subventions, comme beaucoup d'acteurs aujourd'hui, et tant mieux d'ailleurs. Des subventions, mais là, on ne parle pas de subventions, on parle de rémunération. Donc, selon les parties prenantes du territoire, selon les parties prenantes, il n'y aura pas un seul acteur qui va rémunérer, c'est que chacun rémunérera à la hauteur du caillou que vous lui enlevez dans sa chaussure. Et donc, c'est nous, à notre échelle, les résilients, on prototype ce modèle et on va l'expérimenter avec ces 15 agriculteurs notamment, et on a tout un panel d'acteurs autour de nous. Mais c'est trop tôt pour que je puisse répondre à ta question. Mais ce ne sera pas un seul acteur qui rémunérera les agriculteurs, c'est bien tout un panel. Moi, d'un point de vue pragmatique, s'il y a
des assurances, n'importe quelle agence ou des grosses entreprises qui veulent me donner de l'argent pour du CO2 que j'aurais stocké dans mes sols, je suis preneur. Mais j'ai pas l'impression que déjà ça n'arrive pas, ou je sais pas comment accéder à ces crédits en étant en micro. Ça, c'est déjà d'un point de vue. Je vois déjà, même à des niveaux vraiment, on va dire, politiques très bas, comme les municipalités, etc., où des acteurs publics vont me dire c'est très bien ce que tu fais, etc., faudrait plus de fermes comme toi, et finalement, quand en fait, ils ont rien fait pour m'aider sur plein de trucs à chaque fois que je les ai sollicités, en me disant, par exemple, ben non, ce serait de la concurrence déloyale par rapport à d'autres. Du coup, j'ai vraiment eu aucune aide publique, quoi, si ce n'est des aides à l'investissement. Mais je sais pas dans quelle mesure, si on me donne 5 000 euros, je prends pour construire un poulailler de poules pondeuses mobiles, mais que ils subventionnent de la même manière un poulailler de 200 000 poules à côté, je vois pas en quoi ce type d'aide aide vraiment les petits. Du coup, j'ai l'impression que d'un point de vue économique, c'est les règles du jeu, elles sont telles qu'elles sont, et là, c'est un petit peu la loi du il ne peut en rester qu'un, comme dans Highlander, et du coup, c'est dur, et c'est pour ça que je pense qu'il faut repenser le modèle, et c'est pour ça que je pense que cette mise au passif des capitaux est un outil qui peut être extrêmement puissant pour retourner une machine infernale de destruction vers quelque chose de préservation. Il est 16h, donc le gong a sonné. Merci beaucoup à Séverine, à Benoît pour ces excellentes interventions, voilà, qui nourrissent tout à fait cet enjeu autour des modèles économiques, des modèles régénératifs et des comptabilités, des indicateurs de suivi. Donc, voilà. Merci aussi pour toutes vos interactions. Vous savez que les ateliers continuent et que vous devez donc vous y rendre dans les différents ateliers qui vous plaisent le plus. Donc je pense qu'on peut vous applaudir. Merci.